Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des formations Rétro 68 sur la télé Superstar Digital Câble 124. À la une de l'actualité, en Haïti, l'accès à l'eau potable reste un défi critique, particulièrement dans les sections communales. Pour répondre à cette urgence sanitaire, l'UNESCO vient d'octroyer un lot d'équipements de traitement d'eau à la DINEPA, un appui technique crucial en cette période de crise majeure. Lors de la cérémonie de remise, les responsables des deux entités ont fixé les priorités. Écoutons leurs interventions tour à tour. J'ai ainsi l'honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'UNESCO à l'occasion de cette importante cérémonie de remise de matériel dédié au renforcement des capacités d'analyse et de surveillance de la qualité de l'eau en Haïti. Dans un contexte d'accélération des aléas naturels et climatiques, il est d'une importance vitale que nous préservions nos ressources hydriques. En effet, nous sommes réunis dans un moment où les défis liés à l'eau en Haïti se posent avec une acuité particulière. Les événements climatiques extrêmes, les inondations récurrentes et la vulnérabilité accrue face aux catastrophes mettent à rude épreuve les ressources hydriques du pays. Les épisodes de tempête et d'ouragans, à l'instar des récentes intempéries qui ont touché les départements du Sud, de la Grande-Anse et du Nord, provoquent régulièrement la submersion des sources d'approvisionnement et des puits communautaires ou scolaires. Ces chocs climatiques entraînent des contaminations chimiques et microbiologiques majeures des nappes phréatiques, caractérisées par des charges azotées élevées, des concentrations préoccupantes en nitrates, ainsi que la présence de polluants organiques et minéraux. Face à cette réalité, l'accès à une eau exempte de risques sanitaires devient un enjeu de santé publique de premier plan. Il en va de la protection des populations les plus vulnérables, en particulier les enfants et les communautés rurales ou périurbaines qui dépendent directement de ces sources pour leur survie quotidienne. C'est précisément pour répondre à cette urgence que le projet qui nous rassemble aujourd'hui a été conçu. La réponse multisectorielle aux risques multiples de l'UNESCO pour une reconstruction améliorée est financée par le gouvernement japonais et soutenue par le Fonds d'urgence du secteur des sciences exactes et naturelles de l'UNESCO. L'objectif fondamental de cette initiative est d'apporter un appui concret aux institutions nationales en dotant les laboratoires et les équipes techniques des outils indispensables pour évaluer, surveiller et cartographier la qualité de l'eau avec rigueur et précision. Disposer de matériel de prélèvement et d'analyse physico-chimique et bactériologique performant permet de passer d'une logique de réaction d'urgence à une démarche proactive de prévention. Ces équipements permettront de qualifier l'eau des puits et des réseaux, d'identifier rapidement les foyers de contamination et d'orienter les décisions correctives nécessaires, qu'il s'agisse de désinfection, de réhabilitation ou de mise en place de procédés de filtration adaptés. Toutefois, des équipements ne sauraient suffire à eux seuls sans la boussole de la science. La science étant le fondement indispensable pour orienter les politiques publiques en matière d'assainissement et d'aménagement du territoire. Ces outils vont faciliter les observations de terrain en indicateurs précis, afin d'offrir aux décideurs les moyens d'agir en connaissance de cause, de cibler les investissements publics là où les risques sanitaires sont les plus élevés et d'anticiper les crises futures.
Cette réalisation illustre de manière exemplaire la force de la coopération interinstitutionnelle et internationale. Aucun acteur, qu'il soit international, gouvernemental ou universitaire, ne peut relever seul les défis complexes de la sécurité hydrique en Haïti. La réussite de ce projet repose sur la synergie féconde entre l'UNESCO, la DINEPA, les ministères de l'Éducation et de l'Environnement, ainsi que le campus Henri-Christophe de Limonade de l'Université d'État d'Haïti. Cette collaboration entre les chercheurs, les techniciens et les décideurs politiques démontre que le savoir académique et l'action institutionnelle partagent un même objectif. L'engagement de l'UNESCO aux côtés d'Haïti demeure indéfectible. Notre action s'inscrit pleinement dans la vision de la science au service de la paix, de la coopération internationale et de la réalisation des objectifs de développement durable fixés par l'agenda 2030. La gestion des ressources en eau en Haïti nécessite un effort continu, un financement pérenne et une coordination renforcée entre tous les secteurs en développement. La DINEPA est aujourd'hui heureuse de confirmer les premiers pas de l'officialisation d'un partenariat déjà existant entre les deux institutions. En effet, s'il est entendu que certaines interventions conjointes sont réalisées sur le terrain à travers les offices régionaux d'eau potable, les ORIPA, qui sont les maîtres d'ouvrage du service public, l'UNESCO et la DINEPA n'avaient à date pas encore officialisé leurs relations institutionnelles. Nous nous félicitons que ce chantier soit en cours de réalisation. Ce chantier est bien introduit aujourd'hui par cette cérémonie qui nous réunit, au cours de laquelle la DINEPA reçoit pour le secteur du matériel, des réactifs pour effectuer les analyses bactériologiques et physico-chimiques de l'eau in situ. En effet, en dehors des analyses courantes réalisées en laboratoire, il se présente souvent pour le secteur l'obligation de réaliser des analyses sur place en vue de rapidement évaluer la qualité de l'eau disponible dans la nature et au niveau des ressources exploitées et prendre les mesures adéquates. Ces opérations sont d'autant plus cruciales qu'elles touchent souvent le milieu scolaire et dans les zones rurales d'accès difficile. Cette action que nous faisons aujourd'hui s'inscrit donc bien dans une logique d'accompagnement des plus vulnérables et rentre en ligne droite dans les objectifs sectoriels de garantir la fourniture de services de qualité à la population. Le secteur, à travers la DINEPA, remercie l'UNESCO pour cette collaboration et son engagement à participer au développement du secteur dans l'objectif d'un accès universel à l'eau potable et à l'assainissement à toute la population. Lors d'un point de presse conjoint, le CUDRACEP et l'UNO ont dressé un bilan sans concession de la gestion gouvernementale. Au cœur des critiques du système éducatif, jugé en crise, les syndicalistes dénoncent des salaires d'enseignants systématiquement versés en retard et fustigent une rentrée scolaire organisée dans la plus grande précipitation. Écoutons-les. Nous recevons dans cette semaine une lettre de la part du ministère qui dit que le 31 juillet, il a organisé une journée de réflexion sur la question de rentrée des classes là.
avec tout acteur de la secteur éducation. Nous-mêmes, nous pensons que par rapport au problème qui entoure les classes là, par rapport au fait que nous avons des classes qui risquaient bloquées, nous pensons qu'il était de bon ton pour que nous chita en monde de bien, pour que nous gardions ensemble le problème et chercher comment pour nous solutionner pour que nous gardions les classes qui fait correctement. Mais, à notre grand étonnement, au lieu de rencontre d'échange, c'est un choc médiatique qui est bail, côté le gouvernement, les ONG, ça veut faire exhibition. One, que nous jouons des échanges, côté acteurs, tu as une possibilité pour que nous discuter des problèmes et garder ensemble une solution. Et dans ça tout, je dis que journée d'échange ici là, c'est un espace de discussion côté syndicat qui vient faire passer pour une vidéo, faire proposition, dit ça comme préoccupation, etc. Et dans le sens pour joindre ensemble solution. Donc par rapport à ça, nous allons cacher à la caille nous sommes déplacés pour faire débat. Et nous arrivons, c'est ça. Et le ministre avec l'élément qui a animé, il a arrangé pour que pas de débat fait, parce que il a dit il y a peur républicain qui était là, était venu sur eux. Question réforme curriculaire. Il n'y a pas de qui ont blague. Parce que la réforme curriculaire, c'est pas une réforme globale du système. Parce que l'éducation est au service de un projet, pour un projet monde, un projet éducatif, un projet politique, un projet social, un projet économique. L'éducation est faite dans l'air. Contenu, programme, curricular, au service de projet là. Donc, l'homme il a un curricular, ça fonctionne de qui pour les former, qui pour porter qui projet politique, qui projet économique, qui projet social, qui projet culturel, et bien qui contenu pour bail. Si ou pas n'a dit garder les systèmes globalement pour réformer, et c'est pour faire réforme et sous des questions curriculaires ou sous bluff. Le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle MENFP a officiellement confirmé que la rentrée scolaire 2026-2027 aura lieu le lundi 7 septembre 2026. Le responsable a appelé à la collaboration étroite des cadres du ministère et d'autres entités de l'État pour garantir le succès de cette rentrée en dépit de la crise sécuritaire actuelle. Suivez un extrait. Présence tout matin signifie que rentrer l'école, ce n'est pas seulement les affaires ministère de l'Éducation nationale, c'est les affaires ministère de la Justice, la Police nationale d'Haïti, les Forces armées d'Haïti, ministère des Affaires sociales, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé publique. Bref, c'est tout le gouvernement qui est embarqué dans la question préparation pour rentrer l'école là. Moi, je voulais dire que en accord avec le Premier ministre PIA, son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé, nous entendons pour que l'école a rouvre lundi 7 septembre 2026. Nous avons gagné une journée échange vendredi dernier, qui c'est 31 juillet dans l'hôtel Caribé, ensemble avec partenaires techniques financiers, ensemble avec syndicats, ensemble avec ONG et ensemble avec tous les dirigeants du ministère de l'Éducation nationale. Nous entendons que l'école a rouvert le 7 septembre 2026 et nous entendons sous implication ministère intérieur, ministère de la Santé publique, ministère des Affaires sociales, ministère de la Justice, dans le préparatif qu'a fait pour l'école à rouvrir officiellement 7 septembre 2026. Donc hier, qui était 3 août, qui se passait là, nous avons publié un circulaire qui expliquait les responsabilités de chaque entité dans le ministère de l'Éducation nationale
pour arriver à respecter date 7 septembre. Il y a un pile effort qu'a fait le ministère pour permettre de nous arriver dans 7 septembre. Effort qui a donné distribution livre unique dans l'école. Et il m'a demandé une grosse mobilisation. Et moi, je voulais saluer le ministère des Travaux publics qui accompagne nous dans la démarche là pour nous faire livre arriver dans 10 départements pays. Là, je dis 10 départements, moi dans l'ouest, mais pour faire livre arriver dans la région des Palmes, son casse-tête lié, il faut passer par bateau. Pour livre l'arrivée, Font-Verrette, pour l'arrivée Cornillon, une démarche, une logistique pour l'arrivée côté ça. Donc, je salue les travaux publics qui voulaient accompagner nous. Et moi, je voulais faire nous connaître que ce n'est pas un bail facile parce que les vieux en pile travaillent sur 4 millions de monde qui ont besoin de livres. Donc, c'est une grande responsabilité. C'est ça qui fait que nous faisons appel à la mobilisation nationale et nous voulons inviter ni secteur privé ni secteur public pour aider nous arriver dans préparatifs qui est lié à distribution livre unique, distribution kit scolaire, distribution uniforme dans l'école. Mais ouvrir l'école, il n'est pas seulement exiger livre, il n'est pas seulement exiger uniforme avec kit scolaire, il exiger formation enseignant. Saluer direction formation perfectionnement avec toute équipe technique ministère de l'Éducation nationale, les directeurs techniques qui sont engagés dans la formation enseignant qui pour permettre que yo appliquer le nouveau curriculum. Donc non seulement il y a une formation qu'a faite pour enseignants, mais il y a d'autres préparatifs qu'a fait avec direction génie scolaire, avec FNE pour nous réparer l'école et ensuite pour que nous inaugurer des écoles qui sont construites là. Donc nous avons l'école qui était construite avec le support de UNICEF qui a inauguré la semaine prochaine dans le sud, des écoles qui ont été construites par la Banque mondiale avec l'UNESCO dans l'Artibonite dans le nord, et ces écoles seront inaugurées au cours de la 3e semaine du mois d'août. Non seulement nous avons l'école qui va l'inaugurer, l'école qui a réparé, mais nous avons un préparatif qui a fait avec FNE et Programme national cantine scolaire pour nous distribuer manger dans des sites qui permettent que les Timonio commencent à manger depuis le mois d'octobre pour commencer à manger. Donc, nous préparer au niveau de PNCS pour nous distribuer manger si vous voulez, manger sec dans le centre. Et les ONG qui sont impliquées dans la cantine dans le pays, ils ont déjà mobilisé pour que à partir de la première semaine mois d'octobre, eh bien, manger chaud ou bien plat chaud ou bien manger cuit étant disponible dans toute l'école qui listée pour bénéficier du programme cantine dans l'école. Donc ça, en gros, c'est ça qui a rapport à préparatif pour nous arriver dans 7 septembre pour l'ouverture de l'école. Maintenant, nous avons l'autre circulaire qui est lié à la question frais scolaires. Nous connaissons que le collègue ministre Augustin, il était pour un circulaire le 26 septembre dernier pour que l'école dans le niveau préscolaire, fondamental, premier et deuxième cycle, pas obligé de payer frais de scolarité. Donc, la décision est que les gens préscolaires qui sont dans l'école de l'État, qui sont dans le premier et deuxième cycle fondamental, c'est-à-dire premier à 6e année, ils n'ont pas payé frais dans l'école encore. Maintenant, les gens qui sont dans le troisième cycle fondamental, c'est-à-dire 7e, 8e, 9e année, et les gens qui sont dans le lycée, ils ont payé un frais de 1500 gouttes. Frais ça à utiliser pour réparer ou bien pour faire l'école à fonctionner. Mais pour l'école qui est préscolaire, premier, deuxième cycle fondamental, et le ministère là a payé tant de budget chaque école nationale, chaque lycée, puis est capable de distribuer et transférer fonds qui sont nécessaires pour l'école fonctionner. Moi, je dis en public, l'école a une responsabilité pour soumettre à la direction départementale
un budget de fonctionnement. Direction départementale a soumettre dans UEP, unité d'études et de programmation, et budget pour nous capable de compléter le budget national du ministère pour permettre que désormais toute l'école nationale gagne un budget, tout lycée gagne un budget et gagne un compte en banque côté où pas dépendre tout le temps de caprice yon monde dans l'état pour capable fonctionner. Donc nous voulons ça automatique. L'école a un budget de fonctionnement, il y a un compte en banque qui permet que yo capable faire dépenses normalement. Moi pas voulons aucune l'école sale dans le pays a, pas voulons aucune l'école a fonctionner dans la saleté, dans la malpropreté, dans la misère. Pour cela, nous exigeons que tout directeur de l'école nationale, tout directeur de lycée pour yo soumettre direction départementale budget pour fonctionnement l'école là, pour fonctionnement lycée pendant l'année. Et nous-mêmes, nous avons fait devoir nous pour nous transférer au moment opportun les fonds de démarrage de l'année scolaire. Non seulement nous avons gagné un circulaire qui portait sur gratuité des écoles nationales et un frais pour fonctionnement lycéen, nous avons l'autre circulaire qui était porté sur ouverture plusieurs écoles nationales et lycées dans le pays. Et nous comprenons que un petit monde qui a marché 6 heures de temps pour aller à l'école, 5 heures de temps, 4 heures de temps, ce n'est pas normal. Son forme d'abus lié que nous faisons ce petit monde. Son forme de violation de droits. Pour cela, nous engageons dans l'ouverture de nouvelles écoles nationales, de nouveaux lycées, pour permettre que petit monde les joignent l'éducation nécessaire qu'il a besoin pour le monde. C'est une responsabilité par nous en tant que l'État. Et non seulement nous prenons disposition pour nous ouvrir de nouvelles écoles nationales et de nouveaux lycées, et bien dans un circulaire qui est publié le 3 août, nous prenons disposition pour nous ouvrir 9 centres d'enseignement supérieur technique, les CES. C'est une extension de l'université publique. Nous connaissons en Haïti, suivant directive gouvernement, chaque département gagne une université publique qui a fonctionné et de manière gratuite. La directrice générale de l'ONAPE, Stéphanie Poltre, a présenté le mercredi 5 août le bilan de ses 100 premiers jours à la tête de l'institution, entre la réalisation d'un diagnostic institutionnel profond et la multiplication de rencontres stratégiques avec des partenaires nationaux. La nouvelle administration pose les jalons pour identifier les défis majeurs du système éducatif. Pour plus de précision, suivez un extrait. La mission de l'ONAPE, c'est de favoriser la participation réelle du secteur non public, de servir d'espace de concertation et de promouvoir le développement du partenariat public et privé pour améliorer la qualité de l'éducation en Haïti. L'objectif général de l'ONAPE, c'est d'aligner les actions des écoles privées et des organisations avec les priorités nationales du ministère de l'Éducation nationale. Les 100 premiers jours d'une administration ne suffisent pas à transformer une institution. Cependant, ils constituent une période déterminante pour établir une vision, définir une méthode de travail, renforcer la confiance et poser les fondations d'une nouvelle dynamique institutionnelle. C'est dans cet esprit que nous avons engagé notre action à l'ONAPE, une action fondée sur l'écoute, le dialogue, la concertation, la transparence et la recherche de résultats concrets au service de l'éducation en Haïti. Dès notre arrivée, notre objectif était clair: renforcer la gouvernance de l'institution, améliorer son fonctionnement interne, consolider ses partenariats et permettre à l'ONAPE de jouer pleinement son rôle stratégique de l'amélioration de la qualité de la gouvernance du système éducatif haïtien. Dès notre prise de fonction, nous avons considéré qu'une meilleure compréhension de la réalité institutionnelle était indispensable pour construire des solutions adaptées. Ainsi, nous avons entrepris une série de rencontres avec les cadres et les employés de l'ONAPE, les responsables des différentes structures partenaires, les représentants du secteur éducatif,
les institutions publiques concernées, ainsi que plusieurs organisations nationales et internationales. Ces échanges ont permis d'instaurer un climat de dialogue, d'identifier les principaux défis auxquels fait face l'institution et de recueillir des recommandations visant à améliorer son efficacité. Parallèlement, un diagnostic institutionnel a été réalisé. Celui-ci a porté notamment sur l'organisation administrative, le fonctionnement des services, les programmes en cours, les mécanismes de gestion des partenariats, les besoins prioritaires en matière de renforcement institutionnel. Ce diagnostic constitue aujourd'hui une base de référence pour orienter les réformes, améliorer les processus internes et renforcer durablement la performance de l'ONAP. Les principales réalisations: renforcement de la gouvernance institutionnelle, consolidation de développement des partenariats, appui aux grandes initiatives du secteur éducatif, communication et visibilité institutionnelle. Pour le renforcement de la gouvernance institutionnelle, la consolidation de la gouvernance interne a constitué l'une de nos premières priorités. Nous avons organisé plusieurs réunions générales avec le personnel ainsi que des séances de travail avec les responsables des différents services afin d'améliorer la coordination interne, renforcer la circulation de l'information et assurer un meilleur suivi des dossiers stratégiques. Nous avons accordé une importance particulière à la communication institutionnelle et à la valorisation de l'image à l'office. À travers notre participation à plusieurs cérémonies officielles et l'organisation du vendredi du partenariat, nous avons créé un nouvel espace de dialogue entre les acteurs du secteur éducatif. Cette initiative vise à favoriser les échanges, rapprocher les partenaires et mieux connaître les actions et les missions de l'ONAP. Les résultats obtenus sont déjà visibles: une meilleure visibilité institutionnelle, un renforcement de relations avec les partenaires publics, privés et internationaux, une reconnaissance accrue du rôle de l'ONAP dans la gouvernance éducative. Mais malgré les progrès réalisés, plusieurs défis demeurent. Contexte sécuritaire complexe, ressources financières limitées, besoins importants et renforcement institutionnel, modernisation des outils de gestion, accélération de la politique nationale d'accréditation. Ces défis renforcent notre détermination à poursuivre les réformes engagées. En termes de perspective, les mois prochains seront consacrés à moderniser la gouvernance, développer de nouveaux partenaires, renforcer la transparence, améliorer le suivi-évaluation, accompagner la réforme de l'enseignement privé, promouvoir une culture de performance, doter l'ONAP de son propre local dans un espace plus adapté, créer une magazine en ligne pour promouvoir les initiatives de l'institution, développer une plateforme numérique intégrée de gestion des partenaires techniques et financiers, de suivi des projets éducatifs et de prévention des chevauchements d'intervention pour l'ONAP, renforcer les capacités opérationnelles de l'ONAP par la restructuration, la réhabilitation et l'équipement de ses annexes. Pour conclure, une nouvelle dynamique pour l'ONAP. Les 100 premiers jours ne constituent pas une fin en soi. Ils représentent le point de départ d'une transformation plus ambitieuse. Les bases sont posées, les priorités sont identifiées, les partenariats sont renforcés. Notre ambition est de faire de l'ONAP une institution moderne, efficace, crédible et pleinement engagée dans l'amélioration de la qualité de l'éducation en Haïti. La sélection haïtienne de football à 6 s'impose comme un acteur régulier du Soca mondial. Fort de leur participation en 2024 et 2025, les Grenadiers s'apprêtent à disputer la Coupe du monde de Soca 2026 en Allemagne. Portée par la Fédération haïtienne de Soca, FHS, cette aventure sportive constitue un puissant levier d'émancipation et d'espoir pour la jeunesse du pays. Moi, c'est Roubert Sélection, secrétaire général de la Fédération haïtienne de Soca. Moi, je suis sous table là. Président Jacques Alexis, aussi nous avons Mme Berthe qui est là ensemble avec nous. Nous, dans le cadre d'annonce de la participation, la troisième participation d'Haïti à la Coupe du monde de Soca, qui a fait dans le pays Allemagne, dans Ville-et-Seine, du 28 août au 6 septembre.
Normalement, c'est j'aime dire c'est troisième participation Haïti. Et l'équipe là est en préparation. Et sous l'Impact Sainte-Thérèse de Pétionville, c'est du lundi au vendredi pendant toute semaine ça là. Et de 7h à 9h. Qui ça Soka hier en soir pendant ma parler de Soka? Soka c'est un petit football. OK, c'est football à 6. Mais pour différencier, il y aurait le Soka 6, il y a Soka 7, il y a Soka 8. Ça n'a beaucoup plus pratique en haïtien là. C'est Soka 6 c'est la donne que nous avons participé dans la compétition et mondiale qui la donne a participé dans la 3e mondiale. Justement, Soka les jeux sont terrain réduit, ok, les jeux sont terrain réduit qui, dépendamment du nombre de personnes qui ont joué sur terrain, aussi il y a des règlements qui sont un petit peu différents par rapport avec le football classique. C'est peut-être ça qui est différentiel avec le football classique, là, j'aime d'accord dire là. Autre chose, c'est que la sélection nationale en soi, nous, plutôt dit, Fédération haïtienne de Soka, elle là depuis en 2023. C'est la première compétition que nous avons joué en 2024, décembre 2024, c'est dans le pays Oman. Et deuxième compétition, c'était en Mexique. Et coupe si là, nous sommes sous table là, normalement, c'est une coupe fair play que nous avons pris en 2024, qui n'est pas une coupe de champion, mais pour nous au moins, ils sont champions. Pour qui ça? Sorti dans les Caraïbes comme étant l'unique pays de la Caraïbe qui a participé, c'est le premier pays dans les Caraïbes qui participait dans la Coupe du Monde de Soka, donc nous sommes pionniers et dans Soka, ça qui a rapport avec le bloc Caraïbe blanc. Donc nous sommes sortis là, nous allons au Moyen-Orient, malgré le voyage difficile, mais nous sommes arrivés à participer dans la compétition. Bien que nous sommes sortis en première phase, mais c'était un honneur pour un drapeau haïtien qui a flotté au Moyen-Orient, qui pas un bagage qui fait tout le temps. L'autre chose, c'est que troisième partie passe aussi là, il y a un cadre particulier pour qui ça, parce que Haïti a fait partie de 48 pays, c'est dans le groupe H, nous avons joué face à Kazakhstan, Belgique et aussi la Turquie qui n'en poule pas. Nous avons entré en compétition, c'est le 28 août à 11h du matin, c'est face avec un meilleur club, un meilleur pays qui vient en rapport avec Soka, c'est Kazakhstan. C'est avec nous avons démarré la compétition. La sélection nationale a préparé ici, mais aussi nous avons une préparation qui suppose être faite à partir du 23 et au 27 août. C'est dans le pays d'Espagne qu'on a la possibilité de jouer des matchs amicaux. Mais clair que la compétition il présente des risques. Pour qui ça? Vous imaginez que tout préparatif que nous avons fait là, Haïti, toujours là, mais il y a une difficulté économique. Le sport en soi est un petit peu marginalisé, malgré Haïtiens remet football, mais nous disons oui, Soka a son football, mais ce football a effectif réduit, c'est toujours le même football là. Si peut-être nous ne pouvons pas faire le football classique, nous ne pouvons pas arriver à faire dans la Coupe du Monde là, pourquoi pas essayer avec Soka qui c'est peut-être une côté jeunes qui ont pile vigueur, c'est des jeunes qui sont dans le quartier milieu populaire, qui peuvent représenter le pays dans la Coupe du Monde ça, pour que vous fassiez fierté chaque Haïtien. Et ça fait un message qui est clair et pour toucher chaque cœur. Nous dans le secteur public ou privé, Haïtiens qui sortent à mettre à les Iwa, Haïtiens dans la diaspora, ou qu'à impliquer dans la façon PAO, ou qu'à participer dans la façon PAO. Voilà pourquoi nous avons des numéros qui sont disponibles. Nous avons un numéro aussi là qui c'est 41 24 69 80. 41 24 69 80. Et aussi nous avons un digital qui c'est 48 44 96 83. 48 44 96 83. Et aussi nous avons contacté nous par mail qui c'est contact.sokahaiti@gmail.com. Contact sokahaiti @gmail.com. Contact contact@socahaiti@gmail.com. C'est dans ce sens nous avons une collaboration de marque et possibilité de marketing et publicité. Pourquoi pas? Ouais, non. Entreprise ou afficher du billboard du côté que Haïti, drapeau Haïti a flotté dans le pays, Allemagne, dans la ville de Seine, sorti du 28 août au 6 septembre. Non, pas M. Jackie Alexis, c'est président de la Fédération haïtienne de Soka. Encore une fois, je salue nous chaque qui là, qui fait acte de présence pour nous porter support nous pour la Fédération. Faut nous ajouter que Soka fait mondial chaque année, ok, qui est différent avec FIFA. Il fait mondial chaque année, il fait Copa América chaque année, il fait Coupe d'Europe tout. Pendant qu'il a joué en Amérique, il a joué en Europe, il a joué en Asie, parce qu'il est dans 5 continents. Le message que je voulais voir, chaque monde, chaque haïtien, nous sommes un peuple qui est fort, qui a pile fierté, si nous regardons sur l'histoire. Dans tout pays dans le monde, il y a des problèmes internes. Okay? Donc nous ne pouvons pas regarder ce problème interne nous, pour nous comprendre que nous sommes n'importe peuple.
Donc avec sport, bien en pile bagage qui est capable de faire. Nous avons demandé au gouvernement pour investir dans le sport. Parce que le sport, le foot spécialement, c'est comme si son mine nous gagne. C'est sûr que dans 100 garçons ou bien filles nous gagnent, c'est sûr que 95 il y a football là dans ça. Donc, je vais faire appel avec eux pour investir dans le sport. Comme ça, nous avons sauvé un pile jeune. Comme ça, nous avons payé en l'autre orientation à l'échelle internationale. Parce que vous avez sûr, lors de déplacer à la minute qu'on arrive dans l'aéroport, il n'y a pas contre Delma, il n'y a pas contre Pétionville, il n'y a pas contre Fontamara, il n'y a pas contre Thomasin, il y a contre Haïtien, Haïti. Donc, l'important pour nous travailler sur ça, pour nous payer en l'autre visage à l'échelle internationale. Et avec le sport, nous avons toujours des possibilités pour nous lever le drapeau nous bien haut dans toute compétition internationale qui a fait. Donc merci. La mairie de Cité-Soleil a lancé un camp d'été professionnel destiné à 500 jeunes. Cette initiative est soutenue par la primature. 30 jours de formation technique. L'objectif est d'offrir des opportunités économiques concrètes à cette jeunesse. Aujourd'hui, dans le local mairie Cité-Soleil, je ne constate aujourd'hui c'est le lancement camp d'été 2026. Côté commission réunie 500 jeunes dans la commune Cité-Soleil, sortis dans la ville Cité-Soleil, traversés dans 2 sections communes, nous lançons camp d'été ça aujourd'hui. Je nous te dis la semaine, c'est initiative Maïsra Betty Montina, côté nous jeunes support gouvernement, Premier ministre Didier Fils-Aimé, ministre intérieur Paul-Antoine Ménémé, ce côté délégué l'Ouest, Gérald François, qui permettent de réaliser 30 jours quand d'été ça, côté de Timounio, a bien possibilité d'apprendre 5 métiers. Mais, mettez ça, Timounio, pendant 30 jours, ça, il y a une capacité pour capable apprendre. Et ça que fait, c'est Maïssa Betty qui devient l'idée, moi-même avec Maïssa Jacqueline Son Auguste, tu es d'accord, et puis je nous dis, nous lancer, activer ça. Je vois tête Maïssa Betty belle là, l'autre semaine elle est plus belle parce que jeune ça qui pourra apprendre cosmétologie, eh bien, à partir de la semaine prochaine, c'est pas l'autre côté. Non, pour Maïssa dans le studio, à payer l'argent, non, c'est jeune ça qui va le former pendant 30 jours, qui va le permettre, Maïssa Betty, qui va payer dans le jour qui vient là. Maïssa Betty, je connais ses idées, je connais la population attend qui ça, Maïssa Betty, porter population parce que je ne compte en pile de ce que jeudi nous lancer et quand était ça. Est-ce que nous en forme? Matin, c'est avec un plaisir de camper là. En pile émotion. Moi, je prends la parole aujourd'hui pour nous lancer officiellement camp d'été communal Cité-Soleil 2026. Un projet qui portait le slogan 500 jeunes, 5 métiers, 30 jours pour construire un avenir pour demain. Je dis c'est pas seulement le lancement d'un programme formation professionnelle. C'est le lancement d'une nouvelle vision pour jeunesse Cité-Soleil. C'est le lancement d'un espoir pour plusieurs centaines de familles en dedans Cité-Soleil, une bataille contre pauvreté, chômage, insécurité à travers l'éducation et formation professionnelle. Projet ça a fait un objectif clair pour chaque jeune dans Cité-Soleil mieux métier pour construire l'avenir. Gens yo même ak famille yo te toujours souhaité là. Pendant 30 jours, 500 jeunes vont recevoir formation dans 5 domaines qui ont en pile potentialité sur le marché du travail là. Cosmétologie, maroquinerie, sérigraphie, décoration événementielle, réparation et décodage téléphone. Nous croyons formation ça yo capable de changer la vie en pile jeune. Yo capable de permettre de développer talent yo, créer propre activité économique yo. Yo joindre travail et puis citoyen utile pour tête yo, pour famille yo et communauté. À travers projet ça, nous voulons bailler jeunesse yo plus autonomie financière.
faciliter l'intégration sur le marché du travail. Aider à joindre plus bonne orientation dans la société. Et puis, surtout offrir une alternative réelle devant le phénomène d'insécurité généralisé qui a ravagé le pays noir. Le 17 février, 8 heures, selon l'adresse où on connaît dans le lycée où il est. Lycée Duvivier, lycée national Cité Soleil. Lundi matin, 8 heures. Moi, je suis toute jeune motivée parce que tout formateur a déjà là depuis à 7h30. 8 heures, n'attend tout le monde. Lundi matin, bonnet, j'ai tout le monde dans le siège. Dans le côté formation en fait là, nous avons commission en lila. Parce que pour accompagner nous, tout côté nous passer. C'est parce que nous avons envoyé nous prendre l'information et puis nous pas descendre. Non, nous avons là. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin Rétro 68. Merci d'avoir suivi la chaîne 68 Digital Câble 124. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et restez branchés pour la suite de la programmation. Au revoir.